Femme. 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 Bonjour, bonsoir, vous êtes sur le plateau de FOM. Merci de nous suivre sur Zitata. Vous le savez, dans ce magazine, on donne la parole aux femmes, on parle de tous les thèmes qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'écoféminisme, on va parler d'Amérique latine, on va parler de violence, on va parler d'environnement, on va parler de Monsanto, on va parler d'égalité, je l'ai peut-être déjà dit. Restez sur Zitata. Alors, aujourd'hui, je reçois deux femmes. Ça n'est pas une surprise. On est dans Femmes. Donc, mes deux invitées sont deux co-réalisatrices. Donc, à ma gauche, il y a Lucie Assemat. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Et à ma droite, Marine Allard. Bonsoir. Ça ne vous embête pas d'être à ma droite, Marine, et vous, Lucie, à ma gauche? Non, généralement, je préfère aller à gauche. Ah ouais. En tout cas, merci d'être avec nous donc, dans Femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on s'est connus, mais ça ne fait pas si longtemps. Lucie, j'ai assisté à une diffusion, en fait, un visionnage d'un film, Ni les femmes, ni la terre. Donc, on va en parler largement. Mais je vais vous laisser vous présenter. Comment vous présentez alors, Lucie? Eh ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, donc, je suis effectivement co-réalisatrice de ce film avec Marine et puis Colline Dossi qui n'a pas pu venir, qui est la troisième co-réalisatrice. Et sinon, je travaille dans les champs de l'éducation populaire, du féminisme et puis de l'écoféminisme. Donc, on va en parler. On va en parler longuement tout à l'heure. On va discuter de ça. Voilà. Et donc, Marine Allard, donc co-réalisatrice, mais pas que. Et professeur des écoles, donc voilà, où j'essaye de mettre ma passion du cinéma dans les écoles et réussir à de temps en temps réaliser des petits courts-métrages avec mes élèves. Avec les enfants? Avec les enfants. D'accord. Et vous intervenez essentiellement sur le thème féministe ou bien sur d'autres thèmes Ah non, je suis vraiment professeur des écoles, c'est-à-dire soit en maternelle, soit en primaire. Voilà, des enfants âgés de 3 à 10 ans. Et vous intervenez où? Où est-ce que vous travaillez? Et là, je travaille dans le Gers, donc dans le sud de la France, à côté de C'est l'endroit où on Toulouse. mange très bien, je crois, du canard et Oui, de c'est assez l'olive. connu pour la gastronomie, effectivement. Donc Voilà. voilà, c'est en pleine campagne, mais c'est très agréable. Et donc voilà, donc l'année prochaine, je ne sais pas encore où je serai, puisque chaque année, Ça change. ça change. En tout cas, on va parler de votre expérience de réalisation, donc qui vous a mené en Amérique latine, donc en Argentine, en Bolivie. Mais donc avant, je voudrais, enfin c'est un peu rituel dans notre émission, donc il y a une rubrique Focus, juste après ça, le jingle. Alors, dans la rubrique Focus, je demande à mes invités de commenter un fait d'actualité qui est plus ou moins récent. Et là, je vous emmène, alors ce fait date du 8 juin, en fait. Je vous emmène en Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes de grandes voyageuses? En tout cas, vous, Lucie, vous connaissez assez bien l'Amérique latine. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Argentine et en Bolivie avec le tournage. Et puis après, j'ai vadrouillé un peu partout. Est-ce que vous connaissez l'Arabie Saoudite? Et non, Bon. c'est vraiment pas pour le coup un espace, je pense, où je me sentirais à l'aise. À l'aise. Et vous, Marine, vous connaissez? Non, je ne connais pas du tout, même au niveau géopolitique. D'accord. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Donc, Pour qui? Les femmes, peut-être? Bah, oui, quand même. Ok, alors c'est bien ce que je vais vous faire commenter. Donc, désormais, en fait, les femmes, les majeures célibataires, divorcées ou veuves, n'ont plus besoin de l'autorisation préalable d'un tuteur. Parce qu'avant, donc, une règle ou une loi qui est passée donc, récemment, je crois que c'est la loi 169 de la procédure devant les tribunaux de la charia. Eh bien, les femmes qui étaient célibataires avaient un tuteur, donc un monsieur, généralement le papa, le frère ou l'oncle même, qui était leur tuteur, ne peut rien dire d'autre. Et on a l'impression quand même qu'en Arabie Saoudite, ça évolue, même si ça n'a pas l'air d'être génial pour les femmes. Mais je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, il y a quelques années. Je crois que c'était en 2018, elles ont obtenu le droit de conduire. oui, Vous vous rappelez ça? Oui, ça, je m'en souviens. Oui. Voilà. Et donc en 2018, elles ont obtenu le droit de conduire. Et alors moi, à l'époque, j'écrivais une chronique qui s'appelait Cette semaine, j'ai retenu, et ça avait vraiment attiré mon attention. Et j'avais retrouvé la déclaration d'un juriste, en fait, de quelqu'un qui donne son avis, en fait, quand une loi doit passer.
Et ce monsieur, je vais retrouver le cheikh Saleh Al-Leadan, qui disait « Si la femme devait conduire sans que ça soit utile, cela pourrait l'affecter d'un point de vue physiologique. Le cas a été étudié dans le domaine de la physiologie fonctionnelle et il s'avère que les ovaires sont automatiquement affectés, que la poussée du bassin est contrariée. C'est ce qui explique que la plupart des femmes qui conduisent régulièrement des voitures donnent naissance à des enfants qui présentent des problèmes de santé d'ordre varié. » Donc c'est ce que ce monsieur écrivait en 2018. Bon, néanmoins, les femmes, je crois qu'il y avait une grande grève, en fait, une pétition. Il y avait 11 000 femmes qui avaient pétitionné pour avoir le droit de conduire. Et finalement, elles ont eu gain de cause. Et grâce d'ailleurs à un homme qui s'appelle MBS, le prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est ça, hein. Donc ce monsieur est quand même d'avant-garde, on va dire. Hein. En fait, grâce à lui, donc les femmes ont obtenu le droit de conduire. Et puis 2019, elles ont eu le droit de voyager seules. Et puis donc désormais, elles peuvent vivre sans tuteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux commencer? Vas-y, allez-y Marine. Enfin, moi j'aime bien qu'on se déporte un peu dans d'autres lieux que la Martinique. Hein, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est la réalité, ça. Oui. Alors, je ne connais pas du tout très bien l'Arabie Saoudite. Et comme je disais avant, au niveau géopolitique, je n'y connais vraiment rien. Après, c'est à saluer, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des droits des femmes. Dans le monde. Dans le monde et en Arabie Saoudite aussi, mais aussi dans le monde en général, de toute façon. Et c'est déjà une avancée. Mais qu'est-ce que vous, parce que vous êtes française, occidentale, donc c'est vrai que le droit des femmes en France est quand même assez évolué, en Europe globalement, non ou pas? Oui, mais alors là, moi, en tout cas sur cette situation-là, moi j'aurais plusieurs choses à relever. Déjà, c'est quand même que, enfin, en Arabie Saoudite, pour le coup, c'est vraiment, j'ai envie de dire presque l'incarnation de ce que c'est le patriarcat. Le patriarcat, ça veut dire, c'est la loi des pères. Et là, en Arabie Saoudite, c'est carrément inscrit dans la loi que c'est aux hommes autour des femmes de décider à leur place. Les femmes sont des éternels. Mais il y a des progrès quand même là. Il y a des progrès, mais alors ces progrès, en l'occurrence, il faut savoir d'où ils viennent. C'est-à-dire que là, il y a le plan Vision 2030 qui est développé par l'Arabie Saoudite pour justement en fait diversifier leur rentrée financière dans le cadre de la baisse des cours du pétrole. Et en fait, ils font appel à des investissements étrangers. Et pour ces investissements étrangers, ils ont besoin de montrer un minimum d'efforts. Sauf que là, toutes ces avancées législatives, c'est pas le prince Mohammed Ben Salman qui, de son grand trône, leur a gentiment autorisé. C'est quand même lui qui a mis en prison toutes les militantes féministes qui se battent pour ses droits. Et une fois que ces droits apparaissent, lui, il reçoit tous les hommages. Pendant ce temps-là, elles restent en prison, ces femmes-là. Elles restent en prison, elles restent torturées et elles restent à devoir s'exiler, etc. Donc moi, j'ai pas spécialement envie de remercier ce bon prince. Non, mais par contre, de saluer la mobilisation des femmes qui tiennent bon et qui résistent. Oui. Mais effectivement, c'est vrai qu'elles partent de loin, quoi. Elles partent d'extrêmement loin. Mais c'est intéressant aussi de voir parce que, au final, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en France, on est un pays presque qui serait naturellement, on va dire, progressiste. Sauf que les femmes, elles ont aussi eu besoin de militer. C'est en 1967. Ma mère avait 7 ans quand on a eu l'autorisation de travailler sans l'accord du mari, qu'on a eu l'autorisation d'avoir un compte en banque. Mais ça a été fait, ça n'est plus à faire. C'est l'âge de nos grands-mères, voilà. Et ben, mais ça a été fait, ça n'est plus à faire. Je veux dire, il faut saluer leur mobilisation. Et ça pourra peut-être reculer aussi. Il y a aussi des reculs. On voit actuellement en Europe, avec la Pologne, avec... sur le droit à l'avortement, voilà, notamment. Bien sûr, et même l'Espagne, à un moment, il y a 2 ans, ça a failli reculer aussi. Donc en fait, effectivement... on dit que voilà, en France, il y a eu des acquis, effectivement, mais il faut toujours se... Voilà. Même en France, d'ailleurs, dernièrement, on a eu à commenter d'enfants... c'était quoi? C'était une, comment dire, mon Dieu, une déclaration d'Emmanuel Macron, le président, qui, dans le cadre du Forum Égalité, Culture Égalité, s'est laissé Génération Égalité, c'est un petit peu laissé aller parlant de l'avortement. Alors, il y a eu, bon, je trouve que des fois aussi, on fait un peu de bruit quand même, des fois pour pas grand-chose. En tout cas, sa langue a fourché, il a dit, ah oui, mais enfin, ça doit être un petit peu douloureux, l'avortement. Et on lui est tombé dessus en disant, mais pourquoi il dit ça, etc. C'est vrai que les mentalités, même dans nos pays, effectivement, la France ou bien en Europe, les mentalités doivent encore évoluer. C'est ce que vous diriez, Marine? Oui, je pense que oui, il y a encore des médecins qui culpabilisent. En fait, pour le thème de l'avortement, il y a encore de la culpabilisation des femmes. Hein. Et donc là, il y a des espaces qu'on va appeler, ce qu'on appelle safe, qui sont plus sécurisants pour les femmes, mais il existe encore des espaces où elles vont être culpabilisées d'avorter, quoi. Et on va leur dire, vous êtes sûrs, vous êtes sûrs, vous êtes sûrs. Tout à fait. Et donc, il faut continuer à militer. Mais
En fait, on a pu retrouver beaucoup ces derniers temps la phrase de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, sociale, politique pour que les droits des femmes soient remis en question. Et vous devrez rester à militer toute votre vie. En l'occurrence, on l'a bien vu avec la crise du Covid, où en l'occurrence, ça a forcé beaucoup de femmes à revenir à la maison, à devoir cumuler aussi le travail salarié, s'occuper des enfants, etc. Au niveau des femmes chercheuses, elles ont produit beaucoup moins d'articles scientifiques, etc. Et en fait, on a été dans un moment où c'est retombé énormément. Il y a eu plein de femmes qui n'ont pas eu la possibilité d'avorter, l'explosion des violences. Les violences intrafamiliales, effectivement. Et voilà, et en fait, ça peut arriver très vite qu'on se revienne retrouve en à nouveau arrière. et qu'on renaturalise exactement comme ce qu'ils font là, en disant que les ovaires des femmes vont se retrouver perturbés si elles conduisent. Ça nous paraît quand ridicule. même. Ça nous paraît Non, ridicule. oui. Mais en fait, c'est aussi des discours qu'on a pu avoir auparavant. Bien sûr. Si les femmes lisaient trop, après ça allait leur réchauffer la tête, etc. Et en fait, ça peut revenir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce des fois, quand vous dites je suis féministe, ou bien voilà, des fois on vous tombe dessus, c'est quoi? On a l'impression que c'est presque une déclaration de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense Et certaines femmes, excusez-moi Marine, certaines femmes d'ailleurs rechignent à dire je suis féministe. Moi je dis je suis féministe, je ne le revendique pas. C'est-à-dire que par mes actes, le fait qu'on fasse une émission comme celle-ci d'ailleurs, qui soit non mixte, peut passer pour féministe. Mais bon, je n'ai pas besoin de militer pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un trou à combler, une lacune à combler, donner la parole aux femmes pour montrer des exemples, pour parler des luttes des femmes. Mais des fois c'est perçu comme une déclaration de guerre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les gens font un peu une confusion. Être féministe, c'est pas être anti-homme. Oui. Et voilà, et ça c'est vraiment souvent quand on dit qu'on est féministe, la première chose qu'on va nous dire c'est t'aimes pas les hommes. T'aimes pas les hommes, t'es contre les hommes, et puis même tu veux quoi que la femme soit supérieure à l'homme, c'est pas le sujet en fait. C'est quoi le sujet du coup? Pour moi, c'est juste qu'on soit égalitaire, quoi. Parce qu'en fait c'est l'égalité qu'on veut. Mais aujourd'hui vous diriez en France, je parle du contexte français, vous diriez qu'il y a encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes? Je dirais que par rapport à d'autres pays, on est bien, mais on n'est pas assez, quoi. Je veux dire, on le voit au niveau des salaires, qui sont encore les hommes, pas dans tous les endroits. Ça a progressé ces dernières années. Ça a progressé, mais quand même, il y a des salaires qui sont différents. Il y a même au niveau des postes de pouvoir. On voit quand même très peu de femmes dans des hauts postes de pouvoir. Au niveau peut-être aussi de la distribution des tâches domestiques par rapport aux enfants, l'éducation, même si aussi il y a eu un mouvement des pères qui revendiquent effectivement de s'occuper des enfants ou même de s'occuper du ménage, mais il y a aussi cette disparité aussi, c'est ça? Ah oui, complètement. Tout à fait. Pas dans tous les couples, évidemment. Il y a des couples qui sont égalitaires et c'est très chouette. Mais on voit quand même un schéma qui reste. Alors vous avez une trentaine d'années. Est-ce que par rapport, vous parliez effectivement des parents, est-ce que néanmoins, vos générations sont des générations, disons, mieux loties que les anciennes? Lucie, vous de grands yeux. Oui, mais pour le coup, sur le droit, par exemple, à l'IVG, à l'avortement, évidemment, quand on n'avait même pas le droit, c'est encore autre chose. Sur toutes les avancées législatives, effectivement, on est mieux lotis. La parité en politique, bien sûr, des choses comme bien ça. sûr. De là à dire que c'est bon, tout est gagné et puis on peut se reposer, clairement pas. Hein. On est toujours à 120, 130 femmes par an qui sont tuées par leurs compagnons ou leurs ex-compagnons. Juste parce que ce sont Parce que ce sont des femmes, c'est des féminicides. On parle aussi pas de toutes les femmes qui sont assassinées, pas forcément que par leurs compagnons, mais des femmes en situation de prostitution qu'on retrouve assassinées. La police s'en occupe pas. Il y a 94 000 femmes par an qui subissent des viols. Et c'est pas le viol d'un inconnu dans la rue, sombre, avec un couteau, etc. C'est le conjoint, c'est l'ex-conjoint, c'est quelqu'un, c'est une connaissance. Et au niveau de la prise en charge de toutes ces violences sexistes et sexuelles, on n'y est pas encore. Après, par contre, moi, ce que je trouve très positif, c'est le changement qu'il y a pu y avoir. Moi, ça fait depuis mes 18 ans, donc ça fait 11 ans que je milite en tant que féministe. Et j'ai vu des personnes qui auparavant me critiquaient ou ridiculisaient un peu le fait d'être féministe, ou minimisaient aussi les violences. Maintenant, elles se disent elles-mêmes féministes, en fait, et elles-mêmes, elles prennent conscience. Et on est de plus en plus nombreuses aussi à trouver que c'est pas normal et à voir que notre seuil de tolérance face à la violence, il baisse. Et ça, je trouve que c'est vraiment une super nouvelle. Et alors, donc, là, on est parti de l'Arabie Saoudite pour arriver en France. C'est vrai que
on le reconnaît, la France et l'Europe sont quand même à l'avant-garde, on va dire, même s'il faut faire attention, mais il y a quand même des pays où il faut continuer à se mobiliser pour pouvoir faire avancer un peu plus la cause des femmes, non? Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, on va s'arrêter là pour l'Arabie Saoudite. On va parler de votre expérience là avec Ni les femmes ni la terre, juste après ce petit jingle, mot de femme. Donc avec mes invités, Lucie Assemat et Marine Alla, vraiment ravie de vous avoir là sur le plateau. Bon, on s'est connus comme ça vite fait. Je suis allée donc à cette projection à Madiana de votre film, Ni les femmes ni la terre, qui était organisée par Culture Égalité, donc une des organisations féministes martiniquaises, Culture Égalité donc il y a Culture Égalité et l'UFM. Et là donc j'ai eu vraiment le plaisir de voir ce film, qui est un documentaire. Je vous laisse pitcher le film. Lucie. Alors juste, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais alors c'était organisé par Culture Égalité, pas par l'UFM. Non, c'était Culture Égalité, oui. Mais je disais, oui. J'aime bien faire les phrases à rallonge en fait. Culture Égalité est organisatrice, et une des associations féministes en Martinique, à côté de l'UFM. Voilà, d'accord, oui. Je me disais, est-ce que... C'était Culture Égalité qui organisait. Tout va bien. Et ben, ce film, donc, qui s'appelle Ni les femmes ni la terre, c'est un film où on est parti à la rencontre de femmes en Argentine et en Bolivie, qui se mobilisent pour défendre ce qu'elles appellent leur territoire corps-terre. Ça, c'est vraiment le fil rouge du film. C'est un concept qui a été inventé, alors pas en Argentine ou en Bolivie, mais au Guatemala, mais qui en fait a été diffusé en fait dans toute l'Amérique latine et qui peut maintenant être diffusé aussi dans les Caraïbes, puisqu'en fait c'est le fait de dire que les corps des femmes et les territoires de vie en fait des peuples, des communautés, etc. sont saccagés et détruits de la même manière en fait. On va s'attaquer au corps des femmes de la même manière qu'on va s'attaquer aux ressources naturelles et qu'on va s'attaquer à la terre pour la polluer, la saccager et en tirer profit. On va considérer que le corps des femmes et la terre vont appartenir à souvent des hommes de pouvoir qui vont... C'est un peu la logique capitaliste productiviste. Et extractiviste et patriarcale en fait. Et ça, c'est vraiment le cœur du film, c'est cette perspective écoféministe qu'ont justement ces femmes. Donc il y a des femmes qui vont se mobiliser, on part à la rencontre de femmes qui se mobilisent contre par exemple les entreprises minières en Bolivie qui en fait détruisent leur communauté. L'environnement. Voilà, l'environnement, leur communauté et puis leur corps. En fait, elles font vraiment le lien. Elles disent on ne peut pas lutter d'une part pour préserver notre territoire sans lutter aussi pour notre corps, puisque en fait, quand on attaque le territoire, on attaque aussi nos corps. Quand notre eau est polluée, c'est notre corps qui est pollué. Quand nos communautés sont envahies, c'est aussi nos corps qui sont en fait détruits, impactés, etc. Voilà. Et donc voilà, elle se mobilise contre les entreprises minières, elle se mobilise contre Monsanto, avec donc les produits qu'on dit agrotoxiques, en fait, phytosanitaires, mais elle dit agrotoxiques. Il y a les luttes aussi de femmes originaires. Voilà. Alors je vous propose qu'on regarde un extrait. D'accord, c'est le teaser du film. Es difícil, porque yo lo viví, no puedes, yo lo viví 15 años de callarlo, 15 años sufrí violencia, yo por eso les entiendo, que no es fácil. Hacemos la Casa de la Mujer para que ella tuvieran donde hablar, donde comentar, donde aprender, donde defenderse. Se hacen muestras de suelo, de aire y de agua. Y ahí se descubre que hay plomo, cromo y arsénico y endosulfano. Pero no nos faltaba nada. Teníamos todo, estábamos todos completos. Ahora nos han contaminado, nos han roto las venas, las transnacionales han roto las venas al sacar agua, porque ellos, la minería utiliza inmensas cantidades de agua. Donde hay represas, donde hay minería, donde hay fracking, esa violación a la Ñuquemapo, a la tierra, es la violación que diariamente las mujeres originarias venimos sufriendo. No podemos permitir que los de afuera vengan a invadir nuestro cuerpo.
tanto esto, nuestro cuerpo tierra y nuestro cuerpo mismo. Donc voilà, ni les femmes, ni la terre. On va revenir au sujet. Comment vous avez eu l'idée de ce film? Alors, qui c'est qui fait quoi? Alors, Marine, vous filmez? Oui, beaucoup plus, oui. D'accord. Oui, alors après, on a fait un peu de Des tout, deux de tout, quoi. Je veux dire, alors moi, j'ai pas fait mener d'interview parce que je ne parlais pas espagnol avant d'arriver là-bas. Donc je me suis jamais sentie à l'aise, évidemment, même si en 9 mois quasiment de tournage, au bout d'un moment, c'était un peu mieux, quoi. Mon espagnol, j'avais quand même appris un peu l'espagnol, mais voilà. Et donc Lucie et Colline, elles n'avaient pas d'expérience de film et enfin voilà. Et moi, j'avais déjà en fait travaillé dans le cinéma. D'accord. Donc c'est vrai que c'est moi qui ai plus filmé. Filmé. Alors, et comment vous avez, parce que c'est un film que vous avez écrit avant de partir, ou c'est un film que vous avez écrit au fur et à mesure que vous tourniez? Est-ce que vous aviez Est-ce que ça a été scénarisé? Comment vous avez procédé? Il y a une pré-enquête, vous avez fait des repérages, vous avez connu ces femmes où, etc. Enfin, il faut tout savoir sur l'arrière-boutique. Allez, on part à l'arrière du décor. Alors en fait, c'est une histoire un peu, effectivement, un peu particulière. Moi, je suis partie toute seule, en fait, avec mon sac à dos. Comme je disais tout à l'heure, j'avais vécu au Mexique auparavant. Et là-bas, j'avais fait en fait des recherches en sociologie du genre sur les questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les violences. Parce que c'était vos études, c'est les études. C'était mes études. Voilà, je suis sociologue en fait, spécialisée sur les violences faites aux femmes. Et voilà, une partie de mes terrains de recherche avait été au Mexique. Et là-bas, je m'étais impliquée dans des mouvements sociaux, féministes, politiques, etc. Et là-bas, en fait, ça m'avait vraiment changé de perspective. Parce qu'en France, on voyait la question des violences faites aux femmes comme vraiment un enjeu intime. Comme en fait, c'est monsieur qui va taper sur madame parce que X ou Y, ou monsieur a violé une telle... Dans un huis clos. Dans un huis clos intime, en fait. Comme si c'était qu'une question intime. Et en fait, en arrivant au Mexique, la question des violences faites aux femmes était connectée avec toutes les autres questions. C'est une question sociale, de société, et politique. Et une question géopolitique aussi, puisque avec toutes les questions de guerre contre le narco, de militarisation des pays, de cartels, de paramilitaires, etc., les gens, en fait, ont conscience que le corps des femmes, c'est un territoire. Ça peut être un butin de guerre, c'est un territoire de conquête. On le voit, excusez-moi de faire cette parenthèse, en RDC, par exemple, dans le Nord Kivu, avec notamment ce médecin qui répare les femmes, Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix il y a 2 ans. Oui. On le voit aussi avec l'exode. C'était quoi? C'était en Amérique latine, cet exode qui a mené des femmes, des milliers de femmes sur la route et qui, se préparant à partir, se préparaient aussi à être violées aussi. Donc, toutes les personnes migrantes, en fait, sont violées, que ce soit les personnes qui passent actuellement par la Méditerranée pour rejoindre l'Europe du Nord ou autre, ou même les personnes migrantes dans les parcours de migration en Amérique latine. Donc, c'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu géopolitique, en fait. Et là, il y a des chercheuses et puis des mouvements sociaux, en fait, qui ont creusé cette question-là, du fait que c'est pas une question intime, c'est pas une question de pulsion sexuelle, c'est une question de pouvoir, en fait, et de prendre le pouvoir et de briser des communautés, et de pouvoir se garantir l'accès. Exactement comme ce qu'ont fait, en fait, les colons quand ils sont arrivés sur place. Et bien, en fait, ils ont violé les femmes parce qu'ils savaient que c'était un outil pour détruire les communautés. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'esclavage, en fait. Ça a été le viol organisé. Et c'était pas des hommes qui avaient des pulsions sexuelles, voilà. Non, c'est un outil au service d'un projet politique, social, économique. Le corps des femmes, en fait, comme terrain sur lequel, en fait, vont se déployer des logiques de violence, en fait. Et c'est la même violence patriarcale que la violence capitaliste, coloniale, impérialiste. C'est la violence qui dit ça m'appartient et je vais le prendre et je vais le saccager et j'en fais ce que je veux. Et alors, Et donc, du coup, je suis revenue en France. Elle est prof, hein. C'est une prof. Je fais des formations. Allez-y. Et donc, je suis revenue en France, j'ai travaillé avec des femmes victimes de violences et je me suis dit, en fait, là, ça me manquerait d'avoir justement un espace dans lequel on puisse travailler les questions de résilience une fois qu'on a vécu des violences et la question de résilience de l'environnement, en fait. Comment est-ce qu'on peut travailler ces questions-là, justement, de se reconnecter à soi, se reconnecter à autrui, se reconnecter à son environnement pour, en fait, aller vers un modèle qui ne soit plus un modèle de destruction, de prédation, de saccage, mais un modèle de cohésion, en fait. Et donc, je suis partie en sac à dos en Argentine, aux rencontres nationales de femmes, où on était 75 000 femmes cette année-là, à se retrouver pendant 3 jours, etc. C'est 2015 2015. Voilà. Et je suis partie à l'atelier Femmes et Environnement pour présenter le projet, donc ce projet de film que je voulais faire sur
la question du territoire cortaire, que j'avais découvert au Mexique en fait, et qui en fait parle sur l'ensemble du continent, et qui parle même ici, on en parlera tout à l'heure. Oui, sur le chlordécone et les Voilà, problèmes posés. c'est ça. En fait, c'est sur ces territoires-là qu'on va considérer comme des zones sacrifiables, comme elles disent dans le film. Et du coup, donc, vous êtes allé donc à cette rencontre en 2015 et vous avez donc écrit finalement, vous avez construit ce film comme ça? Et après, on s'est rencontrés. Bah, en fait, on s'est rencontrés là-bas. On D'accord. s'est rencontrés en Argentine. Parce que vous y étiez pour quoi faire, vous? Pour faire un documentaire aussi. D'accord. Qui n'était Avec- pas le même, alors c'était Qui quoi? n'était pas du tout sur l'écoféminisme, puisque moi je ne connaissais pas le terme écoféminisme avant de rencontrer Lucie. Mais c'était aussi sur les violences faites aux femmes, sur les mouvements LGBT. C'était pas si éloigné que ça. Je faisais pas un film sur le papillon, je sais Oui, quoi. oui, oui. Non, c'était Ça quand aurait même. été intéressant aussi. Oui, ça aurait été très intéressant. J'ai rien contre les papillons, mais en tout cas, voilà, c'était quand même. Dans ce domaine voilà, lié dans aux ce femmes domaine. dans tous les cas. Ok. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés et Lucie nous a parlé de son projet. Et en fait, avec Colline, parce que par contre là on était partis à deux avec Colline, ça nous a fait quand même très rapidement sens. Oui. Et puis on a aussi, voilà, enfin nous avec Colline on ne connaissait pas l'Amérique latine. Lucie était bilingue en espagnol. Lucie, par contre, ne savait pas, avait pris une caméra, mais Elle n'était pas pro, ne savait pas trop s'en Elle était pas servir. top, la Et caméra, puis elle la était caméra pas top. était vraiment pas top. pas top. Donc en fait, on s'est servi aussi de chaque. En fait, voilà, Oui, je oui. pense qu'on Vous avez aurait pas- mutualisé vos connaissances Voilà, et vos c'est compétences et vous compétences. êtes partis donc 9 mois ça a duré. Pourquoi ça a duré si longtemps? Parce que c'était aussi des rencontres, en fait. On ne pouvait pas non plus arriver, déposer notre caméra et dire à ces femmes... Bien sûr. bah, C'est- allez, alors même si c'est un sujet effectivement qui est un sujet de société, mais ça relève quand même de l'intime. Exactement, en fait, Oui. c'est ça qui, moi, m'avait marqué effectivement au Mexique et quelque chose qu'on a pu retrouver aussi là-bas et qu'on a voulu retransmettre justement, c'était que ces femmes-là, elles ne sont pas dans l'intellectualisation, dans la théorie, etc. Elles sont à un moment donné dans une situation où elles doivent survivre, en fait. Oui. Et Elles ont elles pas le sont choix. tellement Alors, attaquées qu'il faut qu'elles se défendent, en fait. Alors il y a plusieurs types. Donc parce qu'il y a effectivement ce lien entre l'écologie, la terre, effectivement, et le corps des femmes, qui est porté d'ailleurs par Moira Mian, qui est vraiment comment dire, très charismatique, hein, et qui est plus connue d'ailleurs que les autres. Il y a des femmes donc, qui se battent sur ce terrain-là. La bolivienne aussi, qui parle de... Je crois que c'est Monsanto, je ne sais pas si c'est Monsanto. Ah, c'est d'ailleurs. Esther. C'est Esther, c'est en Argentine. C'est Ah, c'est en Esther Argentine, Quispe, oui. Et puis, il y a aussi la problématique des violences faites aux femmes, qui est cette femme que vous interrogez très longuement d'ailleurs, qui parle des violences qu'elle subit depuis plus de 15 ans. Donc, il y a quand même ces deux aspects-là, et que voilà, c'est pas que le lien entre l'écologie et effectivement et la domination, en fait, c'est pas que ça. Non, justement, c'est là où le fil rouge, en fait, c'était vraiment aller à la rencontre des femmes qui se mobilisent pour se réapproprier leur territoire cortaire. Alors, comment font-elles? Et ben voilà, donc Jeannette, effectivement, c'est le premier portrait qu'on voit. C'est une femme bolivienne qui vit dans une favela de Condivicha là-bas, mais bon, en gros, on va Favela. dire favela. Et cette femme-là, en fait, elle a pu rencontrer à un moment donné une organisation de femmes qui s'appelle la Maison des femmes en lutte, qui à un moment donné a pu en fait lui permettre, elle, de sortir de sa situation de violence. Et elle a fait tout un parcours où elle a à la fois compris ce qui lui arrivait, pu se détacher de cette situation d'emprise, de violence, et ensuite devenir militante et elle-même soutenir et accompagner des femmes pour les aider à sortir justement de ça. Et en fait, elle transforme la vie du quartier, Oui. justement en créant cette maison des femmes, puisque c'est un espace, elle crée un espace en fait dans lequel les femmes puissent se libérer, s'émanciper et s'organiser collectivement. Et là, elle crée elle-même en fait leur territoire cortaire justement d'égalité, de justice, etc. Et nous, c'était important pour nous d'avoir ça comme première porte d'entrée, parce qu'au moment où on a fait le film, on parlait quasiment pas d'écoféminisme et c'était perçu comme quelque chose de négatif. Et donc on s'est dit, on va partir de cette porte d'entrée-là pour ensuite dérouler les fils de comment est-ce qu'en fait on va se mobiliser pour des territoires cortaires dans lesquels on a des relations égalitaires, mais aussi des territoires cortaires qui vont inclure cette dimension de protection et de préservation de l'environnement. Juste que je comprenne, quand vous parlez de concept territoire cortaire, est-ce que ça explique ce qu'est l'écoféminisme ou est-ce que c'est une partie de l'écoféminisme? Est-ce que l'écoféminisme, il y a les deux mots, féminisme et écologie, écologie, ça peut être économie aussi d'ailleurs. Oui. Ça peut être les deux. Donc est-ce que c'est lié? Je voudrais avoir une définition
pour la profane que je suis, en écoféminisme. J'ai commencé à comprendre, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Marine. Comme vous ne connaissiez pas le terme en 2015, je suis sûre que vous pourriez m'expliquer bien. En fait, c'est comme le féminisme. Au final, il y a beaucoup de courants différents dans l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est un terme qui a été en fait inventé par Françoise de Beaune. Donc, une Française. Alors, en quelle année? En 1974, elle a écrit L'écologie ou la mort. Voilà, en 1974. Et aujourd'hui, on peut voir qu'il y a de l'écoféminisme en Amérique du Sud, Oui. En Inde. Après, voilà, et ce qu'il faut préciser quand même, c'est que les femmes qu'on interviewe ne se disent pas forcément féministes ni écoféministes. Mais elles font ce lien territoire-corps-terre. Elles font ce lien. Systématiquement, d'accord, ok. Elles font ce lien-là. Mais par contre, l'écoféminisme, c'est plus un terme qui va être utilisé en Occident au final, D'accord. quand même. Voilà, mais nous effectivement, ce que nous on a été à la rencontre en fait de ces femmes-là qui elles en fait elles font le lien entre les deux et elles vont en fait à la racine aussi. C'est par leur expérience qu'elles ont vu en fait à quel point c'était des enjeux qui étaient liés en fait. D'accord. Et effectivement, en fait, l'écoféminisme, c'est ça qui est un peu complexe, c'est que à la base c'est des mobilisations de femmes du Sud, Oui. de femmes de pays qui ont été soit colonisés, soit voilà. Donc ça va être en Amérique latine, en Afrique, en Inde, etc. Mais c'est à la base en fait des femmes qui en fait sont, comment dire, elles ont le rôle social en fait de s'occuper des enfants, de la Elles sont famille, de la gardiennes, communauté, oui. d'être gardiennes de la communauté, des graines, etc. Et en fait c'est ça qui fait que c'est elles qui Qui ont cette conscience. mais parce Ouais. que c'est leur rôle en fait. Oui. Parce que souvent les hommes sont partis des communautés parce qu'elles sont tellement polluées, dévastées, etc. qu'ils ne sont plus là en fait. Et c'est elles qui se rendent compte en fait des dommages. Parce qu'elles voient bien qu'elles n'arrivent plus à tomber enceinte ou qu'elles font des fausses couches ou que leurs enfants sont malades. Elles sont malades, elles ont des Voilà. cancers d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle de ces. À un moment, vous filmez, c'est la nuit d'ailleurs, on entend les bruits de la nuit qui sont très, très. Comme chez nous, comme en Martinique. Et il y a ce dialogue entre ces deux femmes. Enfin, on dit dialogue, mais vous êtes là hein, à filmer, à les écouter. Où elles parlent de la maladie, elles parlent des cancers. Donc, racontez-nous un petit peu. Et puis, elles sont en lutte contre Monsanto. Elles racontent, il me semble, comment elles ont défié Monsanto. Elles se sont mises devant les camions, c'est ça? Alors en fait, il y a deux. En fait, il y a ces deux luttes différentes en fait qu'on a. Enfin, il y a ces deux femmes-là, plutôt ce qui est filmé la nuit. Oui. Ça, c'est les mères d'Ituzaingó. Donc c'est un groupe de mères. Donc c'est une lutte qui date de 2002. Donc il y a quand même maintenant quasiment 20 ans, voilà. Et en fait, elles ont commencé à se rendre compte que dans leur quartier, il y avait de plus en plus de personnes atteintes de maladies, de leucémie, de problèmes de peau, de fausses couches. Et elles ont fait le lien avec le fait que finalement, juste à côté de leur quartier, il y avait des champs de soja transgéniques. Et tous les jours, il y avait des fumigations de pesticides. Et donc, elles ont lutté pour demander à l'État argentin d'avoir des études pour dire, attendez, là on a ça, tout le monde devient malade dans le quartier, il y a une raison. Elles ont lutté et elles n'ont pas eu gain de cause. Donc, elles ont réussi finalement, elles, à faire des études avec de l'aide financière qu'elles ont eue et tout ça, de réussir à faire des études. Avec des médecins militants. Avec des médecins militants. Et le verdict est sans appel, quoi. Voilà. Il y a un lien. Il y a un lien, l'eau, l'air, tous les aliments, tout a été, enfin tout est pollué et tout les rend malades. Quoi. Et ça, en fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est ce modèle-là d'agriculture, en fait, qu'on peut appeler extractiviste ou extensive ou autre. En fait, c'est quelque chose qui a été très pointé par Vandana Shiva, qui est une figure, qui est l'une des figures les plus connues de l'écoféminisme, donc une physicienne indienne. Voilà, et en fait, qui elle s'est rendue compte que le modèle d'agriculture qu'on a, c'est un modèle dans lequel on va privatiser le vivant, breveter des graines, des semences transgéniques, on va modifier le vivant sans trop, jouer un peu aux chimistes fous sans savoir ce qu'on fait, et on va tellement polluer la terre qu'il va falloir rajouter des engrais, des fertilisants, etc., et utiliser des tracteurs. Et en fait, tout ça, c'est des technologies qui sont issues de la guerre. Les engrais, c'est des sous-produits de la Seconde Guerre mondiale. Les tracteurs, c'est pareil. En fait, c'est des machines qui viennent à la base des tanks, etc. Et en fait, c'est des modèles dans lesquels on va extraire, sans du tout
prendre en compte le fait qu'il y a un besoin d'équilibre. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est un modèle de guerre sur la Terre. Et que forcément, en fait, c'est une guerre aussi contre nous, avec tous les paysans indiens qui se retrouvent surendettés, qui se suicident, etc. Et ça, c'est ce modèle qui, dans le monde entier, en fait, amène plus de faim. Oui, et puis voilà, qui a montré un peu ses limites aujourd'hui. Voilà. Et qui débouche. Alors, est-ce que ça débouche, est-ce que c'est cette logique-là qui débouche aujourd'hui sur des propositions de décolonisation ou d'écologie décoloniale? C'est ça aussi, le lien, en fait, il est au niveau finalement d'une... Enfin, on pourrait dire presque que c'est une féminisation de la conception économique qu'on devrait avoir aujourd'hui pour être beaucoup plus respectueux du vivant, c'est ça qu'il faudrait dire? Mais en fait, même ce qu'on voit de toute façon, quand on parle de mobilisation justement auquel on donne le titre écoféministe, en fait, c'est des femmes, souvent des femmes racisées, de couleur, pauvres, etc., qui ont été reléguées aussi dans des quartiers où, en fait, leurs communautés sont considérées comme des décharges, en fait, pas seulement par les entreprises, mais aussi par l'État, qui, en fait, va considérer que c'est des sous-citoyennes. Il y a un texte de Malcolm Ferdinand, vous connaissez un peu, qui a écrit un peu le théoricien, entre guillemets, de l'écologie décoloniale, voilà, je cherchais le mot. Et c'est vrai que, en fait, il y a un lien, non? Bien sûr, mais c'est ça, c'est qu'en fait, on va considérer, et ça, c'est ce que pointe l'écoféminisme, c'est à quel moment on va considérer logique qu'il y ait des catégories aussi hiérarchisées entre hommes, femmes, culture, nature, civilisation sauvage, blanc, noir, etc., etc. Et où en fait, on va considérer qu'il va y avoir des personnes qui vont pouvoir avoir le privilège parce qu'elles sont blanches, parce qu'elles sont riches, parce qu'elles vivent dans des jolies zones, etc. Elles vont pouvoir manger bio, se préoccuper de leur santé, de la santé de leurs enfants. Et puis il y aura toutes les personnes qui de toute façon n'auront pas le choix, seront obligées de manger des produits contaminés, de vivre dans des zones contaminées et qui seront considérées comme des sous-citoyens et pour lesquels en fait l'État ne va pas garantir leur accès aux droits humains, que sont la santé, que soit un environnement de vie sain en fait. Et en fait l'État et puis les entreprises vont reproduire en fait cette ségrégation et puis et ça existe aussi en France en fait. Moi je l'avais vu dans mes études, pardon je te coupe, mais mes études de licence en sociologie, on est parti dans les Ardennes faire une enquête. Et donc les Ardennes, c'est vraiment la pointe de la France qui rentre en Belgique, une zone qui était à la base très minière, très industrielle, et qui a été désindustrialisée. Et les gens se sont retrouvés au chômage. Et en fait, la population et les pouvoirs publics, les maires, ne sentaient pas qu'ils avaient d'autre choix que d'accepter des projets ultra polluants. Avec on les condamne en fait. Centrales nucléaires, on les a condamnés, usines de traitement de déchets, charbon, etc. Et en fait, c'est des gens on va considérer qu'ils n'ont pas de choix. Et puis de toute façon, les vents vont tout pousser vers la Belgique. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec le colonialisme français, quand la France allait faire ses essais nucléaires en Polynésie ou bien en Argentine, en Algérie, pardon. Et on se retrouve maintenant avec les poussières. On se reprend les poussières. Avec l'Algérie, on se prend les poussières radioactives. Et puis là, tout à l'heure, on discutait avec d'autres personnes qui nous disaient qu'ici, il y a des brumes de sable. Oui. Et qu'apparemment, les brumes de sable, alors ça contient... Je ne sais pas, il faudrait demander à Madine Iner, on ne va pas extrapoler, mais enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très sexy, on va dire. Mais c'est vrai qu'ici, nous, on était très contentes aussi d'être invitées, parce qu'au final, ce que nous ont dit les femmes qu'on a rencontrées ici, c'est qu'elles se retrouvaient. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la question, donc, est-ce que vous connaissez cette question du chlordécone? Et il y a une mobilisation, effectivement, des féministes ou des femmes ici pour parler ou faire le lien entre le chlordécone et certaines maladies qui touchent beaucoup les femmes, notamment l'endométriose, notamment. Vous avez entendu parler de ça, oui. Puisque le chlordécone est aussi un perturbateur endocrinien. Donc il y a des répercussions et de plus en plus de voix s'élèvent pour faire le lien et pour dire qu'il faut reconnaître ce lien. Mais toutes les femmes que vous filmez, parce qu'on ne voit pas d'hommes dans ce film. Ça, c'était une volonté. Est-ce que ce sont des femmes seules? Est-ce que ce sont des femmes qui ont banni les hommes de leur environnement parce que les hommes seraient le symbole soit de la violence, dans le cas de cette femme qui parle de ses 15 ans où elle a subi la violence, et d'ailleurs qui arrive à reconstituer cette communauté de femmes où elle réapprend à être qui elle doit être, donc une femme libérée de ce joug-là. Où sont les hommes en fait? Ça, c'est une question qu'on a tout le temps. Oui, mais alors déjà, c'est important. Mais je vous la pose parce que j'ai la chance d'avoir les réalisatrices, donc je vous pose la question. Alors déjà, c'était un choix pour nous, artistique et aussi militant, de ne pas avoir d'hommes dans le film. On ne voit pas d'hommes, ça c'était un choix. Et après, bon,
Il y a des luttes qui sont, dans le film, il y a des luttes qui sont vraiment que entre femmes, et il y a des luttes où effectivement il y a des hommes qui sont en soutien. Par exemple, pour Monsanto, je vais vous interrompre 2 secondes. Pour Monsanto, j'imagine que les femmes ne sont pas seules. Non, Il y a quand mais même- par contre, il y a un groupe. Alors, pour Monsanto, pour ce qu'on parlait tout à l'heure des mères d'Ituzaingó, ce sont des mères. C'est 13 mères à la base, donc ce ne sont que des femmes. Effectivement, elles avaient le soutien des habitants et des voisins du quartier, mais à la base, c'est vraiment elles qui ont lancé la mobilisation et même qui ont été le plus médiatisées, quoi. D'accord. Après, on a l'installation de Monsanto. Donc ça, c'est dans une autre commune, en fait, qui est à quelques kilomètres des femmes d'Ituzaingó. Et là, effectivement, c'était des assemblées, ce qu'elles ont appelé des assemblées pour la vie, où il y avait des hommes et des femmes. Mais on a quand même remarqué que souvent, les femmes sont en première ligne, c'est-à-dire que c'est elles qui vont se jeter sous les camions. Par exemple, c'est hyper intéressant la Bolivie par rapport aux mines. On se demande où sont les hommes. Mais en fait, quand il y a une entreprise minière qui s'installe, il y a 2 solutions réellement. Il y a soit l'entreprise minière va s'installer et va embaucher des hommes de la communauté. Oui. Et dans ce cas-là, ils se retrouvent confrontés à ne pas pouvoir confronter leur propre patron, qui est en train de détruire leur environnement. Soit ils ne sont pas embauchés, et donc ils ne peuvent plus vivre de l'élevage, de l'agriculture, puisque c'est pollué. Oui. Donc ils sont obligés de partir plus loin. Donc les femmes sont... Donc les femmes restent. Et ce qu'on a remarqué aussi qui est quand même intéressant, c'est que généralement, donc, ce sont les femmes qui sont en première ligne parce que c'est les premières touchées et qui sont les premières à voir en fait ce qui arrive. Mais par contre, dès que qu'on va rentrer dans la négociation avec les patrons, là, c'est les hommes qui reviennent pour négocier. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire que la lutte, l'action et tout ça, les femmes sont en première ligne, mais dès que ça va être du dialogue, quelque chose de plus politique en fait, et en fait quelque chose de plus, plus valorisant en fait. Et puis du pouvoir. Là, et du pouvoir, et des questions de pouvoir, les hommes réapparaissent. Parce que j'imagine que dans les multinationales auxquelles elles sont confrontées, les postes de pouvoir sont aussi occupés par des hommes. Bien sûr. Le plus souvent. Et puis même si c'est pas occupé par des hommes, ce sera une logique en fait masculine très froide, rationnelle, etc. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup des femmes qui se mobilisent parce que en fait, beaucoup d'hommes aussi vont pas se sentir concernés par toutes ces questions-là en fait bêtement de vie, quoi, juste d'eau. Non, mais oui, même si les mères d'Ituzaingó sont 13 mères, mais la question des maladies qui impactent la communauté sont aussi probablement valables pour les hommes. Enfin, il y a des garçons qui sont touchés, qui sont peut-être leucémiques. Oui, mais en fait, même là, ce qu'on voit de toute façon, indépendamment de zones particulièrement touchées, c'est que pour les hommes, ça a des impacts aussi sur leur santé sexuelle et reproductive. Oui, tout à fait. Au niveau du taux, par exemple, de spermatozoïdes, il a été divisé par 2. Chez les femmes, on a aussi plein de soucis. Ça touche tout le monde. Mais c'est justement ce que dit l'écoféminisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des enjeux qui devraient toucher tout le monde. Ça ne devrait pas être qu'aux femmes de se mobiliser. Ouais. Mais en fait, on a souvent tendance à penser que la politique, c'est des grandes idées, des grands concepts, des choses où il faut réfléchir de manière froide, rationnelle, etc. Et qu'en face, on va avoir des femmes au foyer, comme elles disent, dont on dit qu'elles ont le cerveau plein d'eau de javel, qu'on dit que c'est des hystériques. C'est comme ça qu'on leur Parce qu'on leur fait pas confiance, on leur dit mais non, pas du tout n'importe quoi, parce que Monsanto, il va payer plein d'études. Du coup, il n'y aura jamais de consensus pour dire effectivement le glyphosate, ça tue, effectivement, les nanoparticules, etc., etc. Parce qu'on est face à des entreprises, des multinationales qui ont beaucoup de pouvoir et qui vont en fait balancer plein de fausses informations. Et donc en face, les femmes, elles vont dire je suis pas folle, je vois bien qu'on tombe malade. Et en face, on va leur dire mais non, ce n'est pas prouvé scientifiquement, vous affabulez. Et puis même quand c'est prouvé scientifiquement, je veux dire, je pense qu'en Martinique avec le chlordécone, ça se savait dès le départ en fait. Non, mais ce que dit l'État, c'est que ce n'est pas non, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus. Enfin, dernièrement, d'ailleurs, il y a une étude de l'INSERM qui fait le lien entre chlordécone et cancer de la prostate. Donc c'est vrai que l'État aurait à gagner, puisque ça ferait, si tout le monde demande d'être indemnisé, probablement ça ferait des montants, disons, astronomiques, probablement. Mais bon, mais non, il y a de plus en plus d'études qui montrent le lien et ça devient de plus en plus incontestable, quoi. Qu'il y a un lien entre certaines maladies et le chlordécone. Après, il y a quelque chose de très intéressant
qui devrait être menée avec les tests de chlordécone. Donc il faudrait que tout le monde aille se faire tester parce qu'on aurait la chance de faire une étude de grandeur nature sur une population extrêmement importante. Et là, on pourrait de façon incontestable faire le lien. Parce qu'il y a des tests gratuits, hein, donc d'abord pour les ouvriers agricoles, mais normalement tout le reste de la population devrait pouvoir se faire dépister donc en taux de chlordécone. Et il devrait y avoir des études. Et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment faire une étude sur cette population vaste et faire le lien entre différentes maladies. Donc je pense qu'il faudra que tout le monde y aille, quoi, pour être sûr que... Il y a eu déjà des tests, je crois, parce que récemment, là, on nous a prêté Tropique Toxique. Tropique, je sais plus. Tropique Toxique. Tropique Toxique, voilà, la bande dessinée. Et justement, elle parle quand même qu'il y a eu un gros pourcentage de la population. Alors je crois que c'était en Guadeloupe. Plutôt pas en Martinique. Non, il y a eu des études comme Caruprostate, mais ce qui est proposé par le plan chlordécone 4, qui a été présenté il y a quelques mois, c'est un dépistage de quasiment toute la population sur la base de réalisation de tests gratuits. Et à partir de là, il y a des liens qui ont été faits. Donc, Caruprostate, c'est le lien entre le cancer de la prostate et le chlordécone. Mais le lien qui pourrait être établi entre toute espèce de maladie, d'ailleurs, il faudrait d'ailleurs qu'on se demande lesquelles et qu'on veuille vraiment chercher. Mais l'intérêt là, c'est qu'on peut aller se faire dépister gratuitement. Donc, si moi je vais, si tout le monde y va, si on a 300 000 personnes qui vont se faire tester, on peut, je veux dire, les résultats des tests, là, pour le coup, seront incontestables. Mais d'ores et déjà, il y a des liens qui ont été établis. Il me semble que la dernière étude, enfin, j'ai lu ça rapidement, il me semble que c'est l'INSERM qui fait le lien entre prostate et puis cancer de la prostate et puis chlordécone. Mais bon, il y a d'autres maladies dont il faudrait établir le lien avec le chlordécone. Donc très clairement, on voit que ces notions-là sont quand même pertinente, effectivement, la notion de territoire corps-terre. Je voulais vous poser une question. Est-ce que depuis, parce que vous avez mené donc vous avez commencé en 2015, vous avez travaillé pendant 9 mois, est-ce que vous avez des nouvelles des gens que vous avez suivis, notamment les maires d'Ituzaingó et puis toutes les personnes que vous avez rencontrées en Argentine ou en Bolivie? On a eu des nouvelles il y a 2-3 mois. Voilà. Alors, en Bolivie, la situation a été politiquement très compliquée. Donc, on a, et puis même au niveau du réseau Internet, tout ça. Donc, on a quelques nouvelles, mais c'est très compliqué d'avoir des nouvelles réellement, quoi. Donc, voilà, mais elles sont toujours quand même dans les mêmes luttes et voilà, elles continuent. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Pour les maires d'Ituzaingó, le constat est le même, hein, c'est-à-dire que ça fait, comme je disais avant, ça fait depuis 2002, ça va faire 20 ans, elles demandent toujours justice, réparation, et en fait, malheureusement, ce qui se passe, c'est que elles continuent à mourir. En fait, l'État s'en moque. De toute façon, il sait très bien qu'elles vont décéder progressivement de ces maladies-là, quoi. Voilà. Après, il y a eu quand même une petite victoire en 2016, justement avec les assemblées pour la vie à Malvinas Argentina, qui, elles, étaient contre l'installation de l'usine Monsanto. Elles ont gagné. C'est-à-dire que Monsanto a laissé tomber à un moment. Mais bon, en fait, il a laissé tomber parce qu'au final, il a été s'installer ailleurs, dans une autre partie de l'Argentine, parce qu'il s'est dit au bout d'un moment, ça fait 6 mois, ou ça fait quoi? Ça fait peut-être, je crois que je ne sais plus combien de temps ça fait plus parce que elles ont commencé en 2012 à se mobiliser. Donc elles ont bloqué le projet pendant 4 ans. Voilà, pendant peut-être 4 ans. Et donc, dans 4 ans, Monsanto devait perdre beaucoup d'argent. Donc on s'est dit, bon, allez, on arrête, hop, et on va aller ailleurs, ils seront peut-être plus sympas pour qu'on s'installe, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de... Il y a des avancées, mais... la lutte continue, la lutte continue. Voilà, et en fait, Moira Millán, donc, qui est celle qu'on voit à la fin du film, donc militante originaire mapuche, elle a lancé en avril, elle a lancé une marche contre le terricide. Le terricide. C'est un peu comme le terricide, le fait de tuer la terre, parce qu'il y avait des incendies énormes en Patagonie, et puis l'État argentin ne faisait rien. Et voilà, donc elle a lancé une grande mobilisation qui parcourt toute l'Argentine pour se mobiliser contre ça. Mais effectivement, on voit que plus ça va, plus l'urgence climatique, écologiste, elle est forte. Et plus c'est important de se mobiliser. Et effectivement,
Et les femmes seront aux avant-postes de ce combat-là. Ben, en tout cas, il faut qu'on puisse compter sur la perspective des femmes, notamment des femmes originaires, enfin des femmes concernées en fait, pour changer de modèle économique et politique. C'est quoi vous êtes probablement en train de travailler sur un prochain film. C'est quoi votre prochain film? C'est toujours sur ces questions féministes, écologie. On est en pleine réflexion, on ne dira rien, on est en pleine réflexion. Mais si, dites-nous, vous êtes sur Zitata, sur d'enfants, là, entre nous. On aurait très très envie de faire un film sur ce qui se passe ici en Martinique. Ah oui, le chlordécone. Avec les femmes et le chlordécone. Voilà, le chlordécone et puis tout, en fait, parce qu'il y a les enjeux. Il n'y a pas que le chlordécone. Il y a plein d'autres enjeux en fait. C'est une île sur laquelle on voit en fait tellement de violence, etc., mais aussi tellement de mobilisation en fait. Et c'est beau de voir que voilà qu'il y a cette mobilisation un peu citoyenne sur les enjeux féministes, écolos, etc. Et puis pour nous, on a toujours eu cette question quand on faisait des diffusions de films en France. Mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Est-ce qu'il y a des mouvements écoféministes en France? Comme si en fait c'était l'Amérique du Sud, c'est loin. Donc même si c'est ce qu'on a apporté, les gens pendant une soirée, ça leur commence alors ils se posent des questions, ils disent ah oui, mais en fait c'est quand même en Amérique du Sud, donc c'est loin. Alors que bon, la Martinique, je pense que c'est loin et près. C'est loin et près à la fois. Tout à fait, donc ça ce serait pertinent. Nous, en tout cas, on trouve qu'il y a tellement de choses à travailler, tellement de choses à faire connaître aussi au-delà de la Martinique, en fait, parce que en France, on n'aurait jamais eu l'idée que ça soit aussi riche et intéressant, en fait, ici. Et donc là, vous avez l'intention de rester, en fait, pour pouvoir faire votre documentaire. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que vous travaillez avec Culture Égalité, vous avez animé un séminaire, c'est ça? Oui, c'est Culture Égalité qui nous a fait venir en Martinique pour à la fois présenter le film et puis pour co-animer un séminaire qu'elles ont mis en place en interne sur les questions écoféministes, justement pour voir comment on peut se mobiliser aussi sur tous ces enjeux-là, qui croisent justement tout le côté de la lutte contre les violences, contre la destruction de l'environnement, contre la pollution. Et on serait ravis, si jamais un producteur ou une productrice nous écoute. Appelez-nous. Et puis ce qui est important aussi à souligner, c'est que l'écoféminisme, au final, c'est aussi la convergence des luttes. Oui. Et c'est super important parce que, et je pense qu'actuellement, dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est essentiel. On ne peut pas lutter d'un côté pour le féminisme, d'un côté de l'écologie, anticapitaliste. Là, il faut c'est important que toutes ces luttes causes-là se réunissent. Et voilà, parce qu'elles sont liées en fait. Alors, avant de passer au mot de la forme, donc le mot de la fin, question rituelle aussi. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, Lucie? Je vais dire la femme. Ah, mais voilà, des fois, elles ne veulent pas. À ce point, quand même, il y a bien un homme dans votre vie. Il y a tellement de femmes. Ah bon, alors, donc la femme qui vous a le plus influencé? Là, moi, je dirais Nicole Claude Mathieu. Une sociologue qui n'est pas forcément très connue, qui a écrit un article qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». Quand céder n'est pas... Quand céder n'est pas consentir. Quand céder n'est pas consentir. Okay. Ouais. Et que j'ai trouvé tellement fort et juste et magnifique. Et ça parle de quoi, du coup? Ça parle du fait que dans une société dans laquelle on a des rapports de pouvoir, on ne peut pas attendre des personnes opprimées qu'elles soient d'accord. On peut pas leur dire bon ça va, tu acceptes du coup. Il y a un déterminisme, il peut y avoir un déterminisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter une situation d'oppression, même si en fait l'oppresseur va vous dire on est d'accord, on fait un contrat, etc. Mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix. En vrai, on n'a pas le choix puisqu'il y a cette structure de pouvoir qui nous opprime, et donc on ne pourra être libre que quand il n'y aura plus d'oppression, ce qui semble assez logique, mais c'est dit de manière très belle. Voilà. Vous êtes une adepte de Bourdieu. Oui. Voilà, donc ça s'entend aussi. Et Marine, donc l'homme, alors ne me dites pas une femme, ou peut-être. Moi, ça sera toujours une femme, c'est sûr. Ah, mais voilà. Ça sera, on vous saccage votre émission. Voilà. Mais pas du tout. Mais ça arrive plus souvent que vous ne pensez, qu'on me dise non, moi c'est une femme. Alors, quelle est cette femme? En fait, j'en vois pas une comme ça. Je pense que déjà, toutes les femmes en fait, qu'on a rencontrées en Argentine et en Bolivie, moi, bluffé. M'ont bluffé, mais m'ont bluffé, m'ont appris des... Voilà, je suis sortie avec une nouvelle peau complètement d'Argentine et de Bolivie. Donc pour moi, c'est vraiment... ce film et ces rencontres-là ont été décisives dans ma vie actuelle. Et après, peut-être plus connue, je dirais... alors moi, j'ai un parcours d'historienne de l'art. On n'a même pas parlé du fait qu'elle était professeure des écoles. C'est pas grave. On était censé parler de ça un petit peu. Voilà, c'est pas grave. Voilà, allons-y alors. Mais voilà, et donc moi, je dirais Niki de Saint-Phal. Ah oui. Voilà.
tout à fait. Voilà. Qui fait des personnages. Alors c'est des dommage. nanas. Des femmes. Les nanas. Des nanas, tout à fait. C'est comme ça qu'elles appellent les nanas. Bon, on n'a pas les images, mais bon, il faudrait qu'on parle de Niki Saint-Phal une autre fois d'un femme. En tout cas, merci beaucoup. Réfléchissez au mot de la femme. Donc c'est le mot de la fin, juste après le jingle. Non, Lucie me dit, est-ce que c'est un mot? Je vais commencer un peu l'exercice pour me venger de celles qui ne veulent pas me parler de l'homme qui les a influencés. Donc un mot, Lucie, non. Non, le mot de la fin, ce que vous voudriez dire pour terminer cette émission. Je suis en train de tomber très très amoureuse de la Martinique et de tout ce qui se passe ici, de la beauté, de la luxuriance des paysages, des personnes. Voilà. Des personnes. Je vous admire. Très bien. Et vous nous enviez. Oui. Bon. Et Marine, le mot de la forme? Ouais, moi j'aurais du mal à faire aussi bien que Lucie là. Pour moi, je retrouve ici en Martinique ce que j'ai pu vivre pendant ce tournage de Ni les femmes ni la terre, par la rencontre, les échanges avec les femmes qu'on a pu connaître en Martinique. Et donc, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression d'être revenue il y a 5 ans et en mode. Ça me fait. C'est peut-être parce que vous ne connaissez pas non plus, vous ne connaissiez pas. Non, je ne connaissais pas, mais c'est pas ça. C'est un sentiment, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui fait que c'est pas définissable forcément comme ça. Mais voilà, la joie peut-être, la joie des personnes et la détermination joyeuse. La détermination joyeuse. Peut-être, oui. Bon. Ça fait 2 mots. Donc on va se quitter sur ces 2 mots. La sororité aussi. Ça fait 3 mots. Donc, voilà, détermination, joyeuse et sororité. Merci mesdames d'être venues sur le plateau de Zitata. Marine Alla, donc co-réalisatrice de Ni les femmes ni la terre, et Lucia Semat, j'ai bien prononcé? Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous et puis bonne fin de séjour chez nous et puis on va se retrouver pour parler de votre prochain documentaire. Peut-être. Avec grand plaisir. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Zitata. Je vous retrouve dans quelques temps avec d'autres femmes tout aussi inspirantes dans Femmes. À bientôt. Femmes. Femme.